À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de football, l'ancien international français José Touré s'envole pour un pèlerinage au Brésil. Obrigado. Oh, extraordinaire! Extraordinaire but de José Touré! Un but brésilien! Joueur emblématique dans les années 80 des jaunes et verts du FC Nantes, il décroche en 1984 le titre olympique en battant en finale le Brésil. José Touré, celui qu'on surnommait le Brésilien, pose pour la première fois les pieds dans le royaume du roi Pelé. Afin d'explorer cet amour inconditionnel des Brésiliens pour le foot, José Touré a suivi les supporters des deux clubs mythiques de Rio. Pour moi, c'est beaucoup plus important que mon club Flamengo remporte ce championnat local plutôt que le Brésil gagne la Coupe du Monde. J'ai actuellement 82 tatouages. Je compte encore en faire une trentaine. Tous à l'effigie de mon club du Botafogo. Il a rencontré d'anciens champions du monde brésiliens. Bienvenue. On n'est pas favori, mais on va gagner. C'est facile ça. Le Brésil n'est pas favori de sa propre Coupe du Monde. Non, non. Le Brésil não é favorito. Na minha opinião, não. La guerre. Si le Brésil ne gagne pas, c'est la guerre. Ils doivent gagner, sinon c'est la révolution. Même au pays du foot, la Coupe du Monde a ses détracteurs. La FIFA ne peut pas faire ce qu'elle veut, nous ne lui appartenons pas. La Coupe du Monde aura lieu, c'est sûr, mais la FIFA ne pourra plus jamais se comporter comme ça, plus jamais. Pour la Coupe du Monde, on nous a fait des promesses. Et maintenant, on en est où? Elles sont où ces améliorations? Aujourd'hui, je te dis pas 100% qu'il sera une super Coupe du Monde. Des plages mondialement connues de Rio de Janeiro jusqu'à Brasilia, la capitale futuriste créée par l'architecte Oscar Niemeyer, en passant par la forêt amazonienne et le célèbre carnaval de Salvador de Bahia, José Touré a sillonné la terre promise du football qui accueille la deuxième Coupe du Monde de son histoire. Venez au Brésil, venez à Salvador de Bahia, venez profiter du carnaval, venez faire la fête avec nous. Carioca, tu es de Rio? Oui, je suis un carioca. Je suis un carioca de souche. Et comment tu peux, en quelques mots, m'expliquer Rio? Rio, c'est la merveilleuse. Il y a tout ici. Le football, la samba, les femmes, le soleil et la plage. Ce que tout le monde veut. Nous sommes à Copacabana. Tous les dimanches, ils ferment la route afin que les gens puissent déambuler en vélo, jogging, skateboard. C'est free, quoi. C'est Rio, c'est dimanche. Alors ici, c'est vraiment le culte du corps. Hein. C'est la plage, et il faut être beau, il faut être soigné. Classe. On vient à la plage tous les dimanches. On joue ici avec les enfants, on boit de la bière, on joue au volley. Et après, on joue au foot. Il y a des terrains juste derrière. Ici, c'est plus pour les enfants. C'est tous les dimanches? Non, non, tous les samedis et tous les dimanches. Lundi peut-être, non? Oui. Au Brésil, il y a beaucoup de mixité dans toutes les familles. Ici, il y a toutes les couleurs de peau.
La plage, c'est très démocratique. Tous les gens se mélangent. Il n'y a pas de racisme ici. Hey, brother. Muito obrigado. Muito obrigado. A Brasil? A Brasil. Muito bom. Australia? Carioca. Sim. Botafogo. Flamengo. Flamengo. Le dimanche, au Brésil, c'est aussi jour de match. La ville de Rio de Janeiro compte 4 équipes de foot professionnelles. Vasco de Gama, le Botafogo, Fluminense et le géant Flamengo. Aujourd'hui, c'est le derby de Rio, le Fla-Flu. Flamengo opposé à son rival historique Fluminense. Un PSG Marseille puissance 10. Tudo bem? Tudo bem? Comment ça va, on dit? Comment tu dis? Comment ça va? Voilà, comment ça va? Comment ça va? Tudo bem? Tudo bem? Comment ça va? Bien, merci. Tranquilo? Ça va? Nous, on est les Urubuzada. Alors là, on est en train de préparer les tifos pour le stade. On se prépare pour le Classico. Là, il y a un barbecue. Et là, c'est les gens qui gèrent l'ambiance dans les tribunes. Il y aura plus de 70 000 personnes dans le stade, mais tout commence ici. Tá bom, tá bom. Tudo bem, tudo bem. Tudo tranquilo. Oui, c'est un cadeau du Flamengo pour toi. Nous, on est de Santa Catarina. On fait 3000 km aller-retour pour venir voir ce match. Le véritable supporter du Flamengo, il est baptisé rouge et noir. Je crois que le club de Flamengo, c'est une religion. Il est différent de tous les autres clubs. Tu peux lui demander comment ça s'est passé quand on s'est rencontrés. Avant mon prénom, il m'a demandé quel club je supportais. C'est impossible pour moi d'engager une conversation avec quelqu'un qui ne supporte pas le Flamengo. Le football au Brésil, c'est vraiment une culture populaire. C'est pas un business. Indépendamment du marché, c'est une culture populaire. Le football, c'est dans l'ADN de tous les Brésiliens. Mais attention, je ne suis pas un supporter du Brésil, je suis un supporter du Flamengo. Au final, le Flamengo prend tellement de place dans ma vie qu'il n'y a plus de place pour supporter la sélection brésilienne. C'est religion, c'est une religion. Oui, c'est ma religion. Et Dieu a joué au football. Il s'appelait Zico. Dans cette religion, Dieu, c'est Zico. Si pour le monde entier, Pelé est le meilleur joueur brésilien de l'histoire, pour les millions de supporters du Flamengo, le dieu du stade, c'est le célèbre numéro 10, Arthur Zico. Star du club dans les années 70 et 80, il est l'auteur de 568 buts sous les couleurs rouge et noires. Le club de Flamengo est le plus populaire du pays. 40 millions de fans. Un habitant sur 5 au Brésil. Et certains plus fanatiques que d'autres. Bienvenue dans mon musée du Flamengo. Vous êtes les bienvenus. Seja bem-vindo. José, este é uma... Là, c'est le mur qui raconte un peu l'histoire du Flamengo. Ici, c'est la partie des champions du monde comme Zico ou Leandro. Ça, c'est la partie la plus récente, avec des joueurs comme Adriano. Et j'ai un peu de tout ici. Je vais te montrer un peu plus de ma collection. Sur le lit, il y a plein de choses qui traînent. J'ai des cartes, des stylos, des montres, et même du chocolat Flamengo. Até pipoca, chocolate do Flamengo a gente tem aqui guardado. Ici, c'est la partie la plus importante de ma collection. À chaque fois que quelqu'un rentre ici, il est choqué par la quantité. C'est ma partie favorite, celle des maillots du club.
Personne au Brésil, et même dans le monde, n'a autant de maillots du Flamengo que moi. J'en ai 1243. Ils sont tous ici dans cette pièce. Ce maillot a été utilisé par Zico pour le triplé de 79. Il l'a vraiment porté. C'est le fameux numéro 10. Ton premier maillot ton premier maillot? Le voilà mon premier maillot du Flamengo. C'était il y a 33 ans, pour mon baptême. Est-ce qu'il y a la place dans ta vie pour une femme, les vacances? Ah, les vacances, c'est uniquement quand le club est en vacances. Et je les prends donc à la fin du championnat. Et pour mon amoureuse, je fais tout pour elle. Je vais au théâtre, au cinéma, je l'accompagne même faire du shopping. Mais seulement si elle respecte que quand le Flamengo joue, c'est un moment Flamengo. Si elle ne le comprend pas, la relation n'est pas possible. Je suis très ému quand je parle de mon club. Parce que pour moi, mon club, c'est au-dessus de tout. Ce soir, José Touré a choisi d'aller dormir dans un hôtel situé dans un lieu un peu particulier. Une favela, nichée sur les hauteurs, surplombant la célèbre plage d'Ipanema. Pour y accéder, José Touré emprunte un ascenseur construit il y a 4 ans, spécialement pour la Coupe du Monde et pour acheter la paix sociale. Les habitants de Cantagalo espèrent tirer profit de la Coupe du Monde en transformant leur maison en hôtel. Première difficulté, trouver son chemin dans les petites ruelles de cette favela de 12 000 habitants. Ah, sorry. C'est pas là. Ça... Vache. C'est haut là. Hey, Daisy. C'est moi, José. Bonjour, José. J'ai réservé la chambre. Bienvenue dans ma maison. C'est bien, c'est beau ici, hein? Super vue. Bienvenue dans l'hôtel de la vue du Coq. Magnifique. La plus belle vue de Rio. C'est roots, mais c'est le top. C'est génial. Wow. La montagne Gavea, la favela de Rosinha, et là-bas, c'est celle de Vidigal. Et elle est où ma chambre? À ta chambre. Suis-moi, José. Cool, ça, c'est beau. Waouh! Allez, je vais déposer ça déjà. Demain matin, je vais me réveiller avec Rio à mes pieds. Oui, exactement, avec Rio à tes pieds. Comment il fonctionne ton hôtel? Comment tu fonctionnes ici? Je suis vendeuse ambulante. D'accord. Mais la police a confisqué ma marchandise. Alors j'ai réfléchi. Coupe du monde de foot. Business. Les touristes doivent dormir. Il faut donc des gens pour les héberger. Dans les favelas, c'est un endroit qui rassemble les gens. Dans la favela, tous ceux qui cherchent un endroit pour dormir trouveront une porte ouverte pour les accueillir. Dans une favela, il n'y a pas de SDF. Il n'y a pas de chiens errants. On a tous un toit. Personne ne reste dehors, les familles ne le permettent pas. Alors j'ai eu cette idée, je vais louer des lits. J'ai jeté mon placard pour faire de la place. J'ai récupéré un lit cassé, je l'ai réparé. Et j'ai dessiné un coq. Et voilà, mon hôtel s'appelle La Vue du Coq. C'est très fort. Il y a deux solutions. Soit on peut dormir dans un superbe hôtel sur Ipanema ou Copacabana, mais ça coûte une fortune parce que déjà Rio c'est cher. Mais en plus avec la Coupe du Monde, ils vont sûrement doubler les prix. Et puis il y a cette alternative où on peut dormir un peu chez l'habitant, dans une favela. Et moi je trouve ça assez sympa. Dodo et à demain. Il va faire beau demain. Bonne nuit. Prix du lit pour la nuit, moins de 10 €.
20% des cariocas, les habitants de Rio, vivent dans une favela. Il y en a 900 dans la ville. À ce jour, une favela sur 4 est pacifiée. Ce restaurant a ouvert il y a 2 ans. À sa tête, le jeune Rincon. Tu peux servir les 2 coca, ils ont déjà été payés. Une grave blessure à l'âge de 18 ans a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Ici, il y a ma mère, mon père, mon frère et ma sœur. C'est une affaire de famille. J'ai commencé à jouer sérieusement à partir de mes 15 ans. Mais j'ai malheureusement dû arrêter. Et maintenant, je m'occupe d'une équipe d'enfants dans la favela. Ici, j'ai gardé tous mes trophées et mes photos. Là, c'est Ronaldo Fenomeno. Et là, c'est le sélectionneur Felipe Scolari. Ça, c'est un calendrier de la police de proximité. Depuis la pacification, ça a vraiment changé ici. On a la télé par câble, les chaînes de sport, une eau de meilleure qualité et on n'a plus de coupure de courant. Surtout maintenant, il n'y a plus d'affrontements. Sans la présence de la police de proximité, les enfants ne pourraient pas jouer comme ça. Avant, il y avait des échanges de tirs entre la police et les trafiquants et beaucoup d'enfants ont reçu des balles perdues. C'est ton Maracana. C'est là où tu as commencé? Zico, Ronaldo. Ils ont tous commencé dans des endroits comme celui-ci. Meilleure école. Chacun dans son élément. Il y a ceux qui jouent dans la boue, d'autres dans la rue et nous, c'est dans les favelas. Ça et aussi la plage. Eh oui, la plage. Hein? La plage, hein? Comment il s'appelle? Leandro. Viens, Leandro. Leandro, tu veux être footballeur? Ah, tu veux devenir un crack du ballon? Il veut ressembler à qui? Il est au Messi. Léo Messi? Argentine. Argentin, toi, brésilien. Porque no Brasil, le Brésil, c'est le pays du foot. Donc il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de devenir professionnels. Il y a une sélection naturelle qui se fait pour 5000 jeunes. Il n'y en a même pas un qui deviendra professionnel et qui va jouer dans des grands clubs brésiliens. C'est pour ça que c'est bien d'avoir l'amour du foot, mais il faut aussi avoir l'amour de l'école. Le sport doit servir d'apprentissage de la vie. Le fait de devenir pro se joue souvent sur un détail. Cette étincelle qui permettra de briller plus que les autres. C'est seulement celui-là qui réussira. L'étincelle de la Coupe du Monde n'enflamme pas pour autant toute la favela. La Coupe du Monde ne va rien changer. C'est du maquillage. Mais pas fait par des professionnels. C'est de la poudre aux yeux, tu comprends? Ça ne vaut pas le coup. Avant la Coupe du Monde, on nous a fait des promesses. Mais elles sont où ces améliorations? On ne les voit pas. Allez, venez voir ma maison. Karina a 27 ans. Coiffe-toi. Il faut être belle pour la télévision française. Elle est secrétaire dans un cabinet médical. Dis bonjour, Pedro. Et gagne un peu plus de 300 € par mois. Ici, c'est le salon. Là, c'est la chambre où les enfants dorment. Il y a 10 personnes qui vivent ici dans cette maison. C'est très modeste. Quand il pleut, il y a beaucoup d'infiltration, tu comprends? Là, c'est la cuisine. Et on prend aussi nos douches. C'est notre petit coin. Là, c'est le placard. Avec la Coupe du Monde, tout devient très cher.
Ça nous coûte très cher maintenant, la nourriture, les tomates, les légumes, ce genre de choses. On ne peut plus en acheter parce que les prix ont beaucoup augmenté. La situation est précaire. On a peu de viande. Avant, on pouvait en acheter. Maintenant, c'est plus possible. On ne peut plus acheter de fruits et légumes pour les enfants. Avec la Coupe du Monde, Rio ne veut plus cacher ses favelas. Ce soir, une autre favela se transforme en capitale de la mode. Des stylistes issus de ces quartiers présentent pour la première fois leur collection au public. Tout le milieu de la mode de Rio s'est déplacé pour ce défilé organisé exceptionnellement dans une favela. Ma mère, mon père, j'ai eu beaucoup d'adrénaline. On savait déjà qu'on allait surprendre les gens. Mais personne ne s'attendait à ce qu'on défile avec du cuir. Les gens pensaient qu'on allait faire de la récupération, ce qu'on fait d'habitude dans les favelas. Mais on a fait tout le contraire. Donc j'appréhendais un peu, mais j'étais confiante en même temps. J'ai pris beaucoup de plaisir. Derrière ce défilé se cache une Française. Ancienne journaliste, elle a créé il y a 2 ans une école de mode pour les jeunes nés sur cette colline. Bien sûr, dans la communauté, ils n'ont pas vraiment d'espoir, ils n'ont pas beaucoup d'espoir pour intégrer le marché du travail, comme d'autres ont plus la chance. Et du coup, pour être un garçon, il faut être athlète ou footballeur, et une fille, la mode, faut être modèle. Et du coup, la mode, c'est quelque chose, et c'est pas, voilà. Et c'est quelque chose qui est accessible pour toutes les créations qui sont faites ici, hein, elles seront vendues. Et donc là, voilà, c'est des choses un peu, Deus se brasileiro, Forget Ipanema, Angel Vidigal. Voilà, Vidigal c'est Simon, voilà, c'est la favela. José Touré retrouve les supporters du Flamengo qui se rendent au stade du Maracanã sous escorte policière. Fluminense, Flamengo. Fluminense, Flamengo. Fluminense. Flamengo? Ah, non. Fluminense ou Flamengo? Un dispositif policier imposant pour éviter toute confrontation entre supporters rivaux. Oh yeah, Mango! Capitano! La vérité, José, c'est que ce stade-là que tu vois, le Maracanã, c'est ma maison. Ça représente tellement de choses pour moi. Vraiment, ça représente ma maison. Mais je parle pas de ma deuxième maison, mais de ma maison principale. C'est ici qu'aura lieu la finale de la Coupe du Monde. Le célèbre stade du Maracanã vient d'être rénové pour respecter les normes drastiques de sécurité de la FIFA. Il ne compte désormais plus que 80 000 places, contre 200 000 dans sa précédente version. Ce soir, malgré un match très moyen, les supporters ne s'arrêteront pas de chanter pendant 90 minutes. Flamengo arrache la victoire dans les arrêts de jeu de la rencontre.
Ici, la fête du football n'attend pas le mondial. Je suis vraiment content que tu aies pu vivre un peu ce qu'on ressent, ce que ça représente pour nous, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Ça, là, c'est notre quotidien. C'est pour ça que je te dis que c'est une religion. José, on doit y aller. On a beaucoup de routes devant nous, plus de 15 heures. N'hésite pas, José, à venir nous voir dans le sud, à Santa Catarina. Daniel et sa femme Vanessa ont déjà prévu de revenir à Rio de Janeiro le mois prochain. Je peux pas quitter Rio sans avoir vu mon ami Juninho. Obrigado. C'est énorme. Là, on est dans le sein des saints du club de Juninho, là où il a commencé sa carrière. C'est énorme. Juni! Juni! Juninho Pernambucano, international brésilien, il a remporté 7 fois le championnat de France avec l'Olympique lyonnais dans les années 2000. Merde. Une gazelle. Il parle tout le temps, Johnny. Il est toujours en train de parler. C'est un leader. Lui, il va finir entraîneur, hein, c'est obligé. Johnny. Et toi? Vasco, tua glória é tua história, é relembrar, expresso da vitória contra o River Plate sensacional, gol do Juninho, monumental. Comment ça va? Vous vous rendez compte, on parle avec le roi de Vasco de Gama. Non, bah, si. Mais c'est ton surnom. Reizinho, le roi de... Non, ça, le petit roi de Vasco. Et c'est quoi ces chaussures là? Il y a certaines chaussures que je garde. Ça c'est mon premier année avec Lyon, le premier titre, j'ai gardé pour ça. C'est un jeu de football, tu joues avec la main. C'est facile. Et même dans ce jeu, Juninho ne peut s'empêcher de tirer les coups francs. Sa grande spécialité. Attends, je vais faire une frappe. Je vais faire une frappe. Coup franc, allez, coup franc. Allez, c'est reparti. T'as perdu, hein, Juninho. C'est plus difficile. Il est temps que t'arrêtes. C'est fini. C'est un jeu de bouton en fait, ça fait culturel aussi au Brésil. Je veux sentir à travers tes mots comment sera l'ambiance pendant cette Coupe du Monde. Est-ce que ça va être un truc de fou? Ce sera un grand carnaval? Mais aujourd'hui, je ne te dis pas 100% qu'il sera une super Coupe du Monde. J'espère. Sûr que les Brésiliens, ils aiment bien recevoir les gens, ça c'est sûr. Mais il faut des transports, il faut les aéroports, il faut quand tu arrives au stade, il faut quand tu repars du stade. Il y a certains stades qui sont encore pas prêts. Ils ont choisi des villes comme Natal, par exemple, qui n'a pas une grande équipe ni la première ni la deuxième division. Ça, c'est pas sérieux. C'est ça le problème aussi. Construire un stade à Manaus et à Natal sans avoir d'équipe. Pourquoi tu fais ça? Donc c'est ça le problème. C'est ça qui pose des doutes à les gens et pour moi aussi. Donc, mais après, si tu utilises la Coupe du Monde pour cacher les choses, je pense qu'aujourd'hui les gens, le peuple, ils sont plus prêts à répondre et à sortir qu'avant. Bonne chance. Bon, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci. Bon voyage. Merci. Rio, c'est plus bon. D'accord. Hein? Deuxième étape. Sao Paulo, capitale économique, financière et culturelle du Brésil. La mégalopole compte 18 millions d'habitants et presque autant de voitures. Après des années de forte croissance, le Brésil, 7e puissance économique mondiale, connaît à son tour un ralentissement de son activité. Sao Paulo accueillera le premier match de la Coupe du Monde.
Mais en attendant le coup d'envoi, c'est ici que les opposants au mondial sont les plus nombreux. Régulièrement, ils sortent dans la rue pour manifester. Dans un pays où le salaire moyen est de 230 €, les 11 milliards dépensés pour cette Coupe du Monde ne passent pas. Contre la Coupe du Monde. Il y a plein de problèmes avec cette Coupe du Monde. J'adore le football, mais j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Car les investissements qui sont faits pour cette Coupe du Monde sont en train de tuer le pays. On a honte de la Coupe du Monde, alors qu'on devrait en être fiers. C'est vraiment n'importe quoi. Je rêve de plus d'écoles, plus de centres médicaux et pas cette mascarade de Coupe du Monde. Peut-être que le mondial aura lieu, mais nous n'en voulons pas. L'argent investi dans cette Coupe du Monde ne va que dans la poche des bourgeois, des entrepreneurs. C'est seulement l'élite qui va pouvoir aller dans les stades. Plus de 80% de la population brésilienne est noire, mais ils seront à peine 5% dans les stades. C'est pour les bourges cette Coupe du Monde. Si le gouvernement ne nous entend pas et n'annule pas cette Coupe du Monde, alors on bloquera le pays. De nombreux Black Blocs, ces anarchistes radicaux, réputés ici aussi pour leur violence, se mêlent au cortège. Ils sont escortés par des centaines de policiers. Tous ces opposants à la Coupe du Monde ont un ennemi commun, la FIFA, la Fédération internationale de football, accusée d'avoir forcé le Brésil à dépenser ses milliards. Depuis un an, les manifestations se multiplient dans un pays pourtant peu habitué à descendre dans la rue. La première manifestation, c'était pour les transports, après pour le logement, puis contre la répression. On souhaite que la FIFA ne fasse plus jamais ça dans aucun pays. Elle ne peut pas ne pas respecter les lois comme elle le fait actuellement. Elle ne peut pas oublier la question de la santé. On parle là juste de sport. On ne peut pas oublier les lois d'un pays. La FIFA ne peut pas faire ce qu'elle veut. Nous n'appartenons pas à la FIFA. La Coupe du Monde aura lieu, c'est sûr. Mais la FIFA ne pourra plus jamais se comporter comme ça, plus jamais. Systématiquement, ces mouvements de protestation dégénèrent en affrontements entre les forces de l'ordre et ces groupes radicaux. Il a pris un coup sur la nuque. C'est la police qui a fait ça? Oui. Une agence bancaire sera la cible de ces manifestants. Selon nos informations, 40 personnes ont été interpellées. Ils auraient été violemment agressés par la police. Reculez, laissez-le respirer. Finalement, cette nuit-là, il y aura eu 230 interpellations et plus de 40 blessés. Principale préoccupation des Brésiliens aujourd'hui, le manque de moyens destinés à l'éducation. Un ancien champion du monde a décidé de mettre sa notoriété au service de cette cause. Ce footballeur citoyen, c'est l'ancienne idole du Paris Saint-Germain, Rai. En 1998, il crée avec son ami footballeur Leonardo la fondation Gol de Letra. C'est la plus grosse injustice au Brésil. En fait, c'est que l'école publique a un niveau très bas et l'école privée a un niveau très haut. Donc il y a plein d'enfants qui sont à l'école depuis 7 ans, ils arrivent à 10 ans, 11 ans, parfois 12, mais ils ne savent toujours pas écrire juste quelques mots. Quand j'ai arrêté le foot, j'ai passé 2 ans
consacrer 100% de mon temps pour Rua de Letra. Comment ça commence? Comment tu as eu l'idée? Est-ce que tu étais joueur déjà? Ouais. Que tu pensais déjà à ça? L'idée c'était à Paris, en 98, je savais que c'était mon dernière année. Donc c'est au début de ma dernière saison à Paris, je commençais à penser d'avoir un projet et prouver que si on donne de bonnes opportunités à la nouvelle génération, eux, ils peuvent changer non seulement leur destin personnel, mais aussi tout l'environnement où ils vivent. Ici, dans la banlieue de Sao Paulo, la fondation Gol de Letra accueille chaque jour plus de 500 enfants. Les petits Brésiliens ont cours seulement le matin ou l'après-midi, par manque de place dans les écoles publiques. Le reste du temps, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est à ce moment qu'intervient la fondation. Alors, je me positionne ici et je vais jouer de mon instrument tranquillement, pas besoin de bavarder. D'accord? Il y a des leçons d'informatique, de littérature, de sport et même de capoeira, un art martial brésilien. La grande difficulté, c'est la différence du genre. Les filles n'ont pas l'habitude de jouer avec les garçons. Donc le but, c'est que les filles se mêlent aux garçons, qu'elles jouent avec les instruments, qu'elles dansent la capoeira. Ça fait que tout le monde participe dans le cercle à la capoeira de manière égale, qu'on soit une fille ou bien un garçon. Zach a passé 7 ans dans la fondation. Aujourd'hui, il y travaille comme éducateur, avec la volonté de transmettre à son tour. Ça m'a aidé à connaître plein de trucs, par rapport à des choses auxquelles je n'avais pas accès. Ici, à la Fondation, j'ai appris plein de choses. J'ai appris l'informatique, à travailler sur Word, l'éducation physique, le travail artistique. J'ai appris des choses à l'école, mais j'ai appris beaucoup plus ici. Quelques mois après avoir obtenu l'organisation de la Coupe du Monde de football, la mairie de Sao Paulo a autorisé la pratique du graffiti sur les murs de la ville. Depuis, elle est devenue la capitale mondiale du street art. Désormais, ces artistes agissent en plein jour. Depuis 2009, le graphe est devenu un art officiel. Alors, tu l'aimes ton mur? T'es content du résultat? C'est du super boulot, vraiment bravo. Toute la population en profite, les voisins sont ravis. J'adore. Bon, les gens du quartier sont contents alors. Évidemment, je te souhaite du succès. Cette ville, elle est si verticale, tout est droit et haut ici. Tu trouves beaucoup de murs pour peindre. Et dans la grande majorité des cas, les murs sont délabrés. Donc il n'y a rien de mieux que de les colorer pour rendre les gens heureux. Qu'est-ce que tu fais là? L'idée, c'est de faire ça et ça. Il y aura dessus un enfant qui lit un livre sur les extraterrestres. Est-ce que tu es payé pour faire ça? Pour ce travail, les gens de l'immeuble ont acheté le matériel. Et je le fais gratuitement. Mais pour moi, c'est surtout l'occasion de montrer ce que je sais faire. Leia vit à Sao Paulo depuis 8 ans maintenant. Elle est originaire de Salvador de Bahia, au nord-est du pays. Là, c'est l'entrée de ma maison. Mettez-vous à l'aise. Comme de nombreux Brésiliens venus chercher l'Eldorado à Sao Paulo, Leia vit dans une República, une colocation. Là, c'est mon ami Flavio, mon ange gardien ici à Sao Paulo. Il me laisse habiter avec lui. L'espace est petit, mais le cœur est grand. Je suis très heureuse d'habiter avec Flavio. Je vais vous montrer notre petit coin.
Faites pas attention. Voilà, c'est ma chambre. Elle n'est pas très grande, mais on se débrouille. Oui, c'est pas facile de vivre ici, mais j'ai beaucoup de foi. J'ai beaucoup de détermination. J'ai l'espoir que les choses vont s'améliorer pour moi et pour Flavio. Parce que si un jour ça s'améliore pour moi, je ne laisserai pas tomber mon ami Flavio. Parce que le peu qu'il a, il le partage avec moi. Je commence à être très émue. Je n'avais jamais imaginé avoir l'occasion de montrer mon petit chez moi. Personne n'est jamais venu ici. Là, c'est mes dessins. Une vie difficile. Au Brésil, la croissance ne profite pas à tous. Selon Leia et son ami Flavio, cette injustice dure depuis des décennies. Au Brésil, la corruption est permanente, latente, depuis toujours. On dit que ça va s'améliorer, mais dès qu'un groupe politique prend le pouvoir, il fait exactement ce qu'il dénonçait auparavant, comme l'actuel gouvernement par exemple. Ça décourage un petit peu. Ce soir, José Touré a un rendez-vous dans l'enceinte du Sao Paulo Football Club avec deux commentateurs sportifs d'une radio nationale brésilienne. Pênalti, seu juiz, foi pênalti. Foi pênalti. Não foi. Foi. Não foi. Foi. Não foi. Foi. Et à chaque but, au Brésil, le même rituel. On va. Bon, alors déjà, il ne faut pas fumer. Vraiment ne jamais fumer. Il faut boire beaucoup d'eau, respirer profondément. Et au moment où tu sens que le joueur va marquer, tu fais une pause, tu inspires bien et puis tu lâches ta voix. Bon, allez, à toi, José. Moi C'est bon, tu peux t'arrêter. Arrête, tu vas me piquer mon boulot, là. José Touré foi medalhista na seleção francesa dos Jogos Olímpicos, né, Mário Marra? A gente começava aqui fora do ar hoje. Interessante, que história bacana. Medalhista nos Jogos Olímpicos. Bom jogo, viu? Obrigado pela participação com a gente, Touré. Obrigado. Muito obrigado. Est-ce que tu crois que la France peut compliquer la vie du Brésil pour la... Elle a toujours compliqué la vie du Brésil. En 86 déjà, 98, à chaque fois que la France a joué contre le Brésil a perdu. Alors j'espère que pour le Brésil, qu'il ne rencontre pas la France. Si le Brésil est champion, ça fera oublier la défaite en 1950 lors de la première Coupe du Monde, organisée au Brésil aussi. Il va falloir batailler à chaque match. De la même manière que les supporters te portent, ils peuvent aussi te mettre beaucoup de pression. Une pression pour les joueurs. L'équipe du Brésil n'a qu'un seul très grand joueur, au-dessus de la mêlée. C'est Neymar. Mais Neymar est très jeune. Il a seulement 22 ans et tout repose sur ses épaules. Avant de quitter la capitale paulista, José Touré se rend dans l'un des 5 musées les plus visités du Brésil. Le musée du football. Pelé, Leonidas, grand joueur. Ademir, grand joueur.
On me dit que je suis brésilien. J'ai pas ma photo. Je porte plainte. Olá, José. Bonjour José. Ouais. Tu connaissais déjà le musée? Non, mais c'est super, c'est magnifique. Pelé. Je connais Pelé, moi. Bien, ouais. Oui. Do you love it? Welcome to the Football Museum. 6000 mètres carrés situés sous les gradins du stade Paulo Machado, dédié au ballon rond, à ses joueurs et à ses supporters. Ça illustre bien la passion des Brésiliens pour le foot. Pour un Brésilien, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un ballon, il tape dedans. N'importe quel objet. C'est pour ça que le Brésilien est si passionné par le football. Par exemple, tu fais une petite boule de papier et tu commences à jouer. Dans cette salle, des photos relatent l'histoire du Brésil moderne. Du premier match de football au noir qui devait se blanchir la peau et se défriser les cheveux pour devenir professionnel au début du siècle dernier. Lui, c'est le père du foot brésilien, Charles Miller. Il est considéré comme le premier à avoir ramené un ballon au Brésil. Il est revenu d'Angleterre avec un ballon et les règles, et il a organisé le premier match du Brésil en 1895. Est-ce que tu penses que c'est le football qui a rassemblé les Noirs et les Blancs? Ah oui, sans le football, on n'aurait pas eu cette intégration. Oui, parce que les joueurs noirs ne pouvaient pas jouer dans les clubs professionnels. Carlos Alberto, dans les années 10, était le premier noir à se grimer en blanc. D'ailleurs, les supporters de Fluminense, on les surnomme les poudres de riz, à cause de ce joueur qui a utilisé cette poudre pour devenir blanc. Si. C'est incroyable. Chaque année, 500 000 visiteurs viennent découvrir ici les mythes et les légendes du football brésilien. Pourquoi le foot est magique au Brésil? Pourquoi c'est si différent? Pourquoi il y a l'inspiration? Vous avez compris que le peuple s'est accaparé le football qui appartenait à l'élite. Dans une société populaire, il y avait un certain sens du rythme, une certaine malice. On pratiquait la capoeira. Donc ça transmet sur le football. Donc tout ça mélangé au football a permis au peuple d'exceller dans ce sport. Il y a la magie et la beauté d'un beau football. Depuis, les Brésiliens n'acceptent pas que le football ne soit pas beau. Didi, Garrincha. Feola, Djalma Santos. C'est importante. C'est Platini du football brésilien. Prochaine escale, Brasilia, la capitale de la République fédérative, située en plein cœur du pays. Là, nous sommes à Brasilia. Alors, avec tous ces grands bâtiments qui sont que des ministères. Pourquoi? Parce que c'est la capitale administrative du Brésil, la capitale fédérale. C'est là où tout le pouvoir politique est concentré. Et au kilomètre carré, voilà, il y a des députés, des ministres. C'est Brasilia. Brasilia, fondée de toutes pièces en 1960 par les architectes Oscar Niemeyer et Lúcio Costa, est une ville à part, une capitale qui se voulait futuriste. Brasilia, c'est un avion. Oui, on dit que Brasilia, c'est un avion parce qu'il y a un corps monumental qui est dans l'axe principal. Et là, il y a les deux ailes. Une de chaque côté. Si tu regardes les plans, tu verras que c'est un avion avec les deux ailes. Et là, on est dans la cabine de pilotage. Au centre du pouvoir, au centre de la décision. Brasilia, c'est pas
vraiment le Brésil quelque part. C'est autre chose. Brasilia, c'est l'expression d'une nouvelle époque, d'un nouveau temps, où l'avenir et la modernité seraient concentrés dans une seule ville différente de toutes les autres. Une ville conçue sur le concept de rationalité. C'est la logique du tout automobile qui a structuré cette ville, car on croyait à l'époque que ce serait la meilleure organisation urbaine. Monument emblématique de la ville, cette cathédrale ultra-moderne, construite par Oscar Niemeyer. Ça c'est aussi le Brésil, c'est surtout le Brésil parce que c'est la croyance, c'est la force. Quoi qu'il arrive, ils ont cette force et de croire. Au Brésil, les églises ne désemplissent pas. Les chrétiens représentent près de 90% de la population. Ici, on vénère les prêtres autant que les stars de football. Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Grâce à Dieu, nous allons bien. Amen. Dieu, c'est plus fort que le foot. Dieu est à la première place. Là, si je porte mon maillot du Flamengo, c'est juste parce que je n'ai pas eu le temps de me changer en sortant du bureau. Je supporte le Flamengo, mais Dieu passe avant tout. Obrigado. Pour le mondial, la ville de Brasilia s'est dotée d'un stade flambant neuf de 72 000 places. Un stade qui porte le nom du dribbleur de génie, Mané Garrincha, champion du monde en 1958 et 1962. Il y aura 6 matchs de la Coupe du Monde ici, dont la petite finale. Je vais vous faire une petite brésilienne, hein? Hop, hop. Non, c'est pas le cas. C'est mieux d'être là que dans les tribunes. Hein. Le pire, c'est ça. T'es sur le banc, t'es un super joueur, et t'es sur le banc et t'es comme ça. Alors, t'es content parce que y a tes partenaires, mais c'est un aimant le terrain. Donc, quand le coach lui dit tu vas rentrer, c'est à moi, ok, j'y vais. Et là, t'es comme ça, t'es surmotivé, t'as envie de faire un beau truc pour dire que pour rester toute ta vie sur le terrain. Le jeu d'un footballeur, c'est de rester toute sa vie sur un terrain. Pas là. Regarde. Waouh. Ça ressemble à une grande arène. C'est très incliné et ça donne plus de pression aux joueurs. Ricardo, c'est quoi la particularité de ce stade? Le concept de ce stade, c'est de s'auto-alimenter. Il y a plein de petits détails. Toute l'eau de pluie est récupérée et réutilisée pour arroser la pelouse, par exemple. Et bientôt, on va installer des panneaux solaires sur le toit, ce qui va générer à peu près 2500 kW d'énergie, qui seront suffisants pour alimenter tout le stade. Un stade écologique qui a coûté plus de 400 millions d'euros, dont les sièges risquent de rester longtemps vides après la Coupe du Monde, faute de clubs professionnels dans la capitale. La Fédération internationale de football avait demandé au Brésil la livraison de 10 stades pour l'événement. Le gouvernement a choisi d'en construire 12 pour satisfaire les différentes régions du pays. On a construit 12 stades pour la Coupe du Monde. Il y en a 4 qui sont problématiques, emblématiques. Ici, à Brasilia, dans la capitale fédérale, on a un stade de 72 000 places, mais il n'y a pas de club de foot, ni dans la première division, ni même dans la seconde du championnat brésilien. Notre moyenne de supporters dans le championnat local, c'est 500 supporters par match. Et maintenant, on a ce stade de 72 000 places. Et pour aggraver encore la situation, l'entretien de ces stades, qui sont gigantesques, coûte une fortune et cet argent va provenir des comptes publics. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez.
À quelques mois de l'élection présidentielle, la Coupe du Monde prend une tournure politique. Une élimination précoce de la sélection brésilienne pourrait même coûter la réélection de la présidente Dilma Rousseff en octobre prochain. Nul n'est prophète sur la terre promise du football. Là, sérieusement, j'ai rendez-vous avec une députée qui va me parler un peu de la Coupe du Monde et ce qu'elle apporte au Brésil. Il y a quand même des manifestations. C'est intéressant de savoir au travers du pouvoir ce qu'ils ressentent, ce qu'ils en pensent. Benedicta da Silva est une députée de l'actuelle majorité. Bon dia, señora da Silva. Bonjour, ça va? Très bien, et vous? 75% des Brésiliens pensent qu'on a dépensé trop d'argent pour la Coupe du Monde. Vocês verão que durante a Copa, vous verrez que pendant la Coupe du Monde, il y a plus de 75% des Brésiliens qui vont supporter l'équipe du Brésil et qui vont travailler pour la Coupe du Monde. Ne vous laissez pas impressionner par la presse. Parce que ce qui se passe au Brésil, cette contestation, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays du monde. Est-ce que le Brésil va gagner la Coupe du Monde? Je veux qu'on gagne. Mais nous sommes déjà gagnants. La Coupe du Monde aura lieu au Brésil. Nous nous modernisons pour accueillir les gens. Il y a un investissement énorme sur la question environnementale, sur les questions de santé, sur l'assainissement. Et s'ils ne gagnent pas, Je n'envisage même pas cette possibilité. Vous êtes encore là? Cette femme est incroyable. En plus, son histoire à elle, on n'en a pas parlé. C'était une femme de ménage au départ. L'ascension sociale, elle existe pour tout le monde. Un discours bien rodé qui semble nier les évidences. Aujourd'hui, la majorité des Brésiliens ne soutient pas le mondial. Et 41% y sont même opposés. Après avoir créé une œuvre monumentale à ciel ouvert, Oscar Niemeyer a dit « Vous pouvez détester les Brésiliens, mais une chose est sûre, vous ne verrez ça nulle part ailleurs. » Prochain arrêt, Manaus, capitale de l'État de l'Amazonas. Nous venons d'arriver à Manaus, une des 12 villes qui va accueillir la Coupe du Monde au Brésil. Nous sommes en plein cœur de l'Amazonie, une ville très exotique, avec un site très victorien, donc qui a conservé tout son passé. J'adore ce genre de quartier, c'est vivant, c'est humain. Dans chaque quartier, n'importe où dans le monde, il y a toujours un terrain de foot. Faut jamais l'oublier. Il y a toujours un ballon rond, des gamins. Yes! Bello, bello! Aïe. C'est bien la Coupe du Monde à Manaus? C'est important? Important? Pourquoi? Oui, en vérité, Manaus est en train de beaucoup évoluer. Il y a de l'argent, il y a du travail. C'est vraiment une bonne chose que la Coupe du Monde ait lieu ici. À la différence des grandes villes du Sud, ici la Coupe du Monde semble tenir ses promesses. En plus d'un stade flambant neuf, on a construit pour l'occasion un gigantesque pont permettant de relier les deux rives du Rio Negro. Ça y est, c'est parti. Là, on va prendre le bateau. On va naviguer pendant quelques heures pour aller à la rencontre des Indiens d'Amazonie et aussi un peu savoir, entre autres, s'ils sont concernés par la Coupe du Monde. Vous me suivez?
Le bateau, il s'appelle le Titanic, c'est un hasard. Hein. Un vrai hasard, un pur hasard. Maman, Manaus, point de départ vers la forêt amazonienne, espère attirer une partie des 600 000 supporters étrangers attendus pendant la Coupe du Monde. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en général. Il y a un côté le bout du monde. Le circuit Coupe du Monde est d'ailleurs déjà prêt. Première attraction, les dauphins roses du Rio Negro. Je vais faire le dauphin moi aussi. Vous allez nager? On va te mettre un gilet. Génial. Non, ok. Ah ouais, là, alors là, c'est le troisième âge, là. C'est le troisième âge. Je vais flotter comme un bébé. Mais c'est pas sexy, là, comme ça, non? C'est pas beau, la vie, non? Elle est pas belle, la planète? Il arrive, le dauphin. Ouais, poisson. Oh my God. Ah, super. Ah, c'est grave. J'ai pas eu la chance de faire une Coupe du Monde, mais en venant ici, au bout de ce monde, là, c'est comme si je l'avais fait. C'est génial. Ça touche toujours, ça touche le cœur, ça touche l'âme. Oh! Wow! Hello! Il n'y a pas d'ascenseur ici. Deuxième halte, dans une tribu indienne. Bonjour. Princesse. Ah, ils sont beaux, hein. Ils sont tous beaux. Les touristes sont invités à participer à la danse. dólares de sorte, não é valor, entendeu? $2 parte para 15 pessoas, entendeu? É sorte. Nós queremos mais visitantes. On espère que beaucoup de visiteurs vont venir nous voir, du Brésil ou même de l'étranger. Seja onde for, ele pode vir visitar. Nós queremos isso. On espère que la Coupe du Monde va nous ramener beaucoup de touristes, du travail, qu'on puisse leur montrer notre culture et nos traditions. Mostramos nosso costume. Il y a un côté assez génial parce que c'est vrai que c'est un truc, c'est un endroit pour touristes, mais ça remémore aussi quand même la culture amérindienne. C'est super, c'est comme un spectacle. Là, on se dirige vers le village de Terra Pietra, ça veut dire terre noire. Alors on est très loin des stades de la Coupe du Monde, mais je suis persuadé qu'ils aiment le foot. Je suis sûr qu'on va jouer au foot, j'en suis sûr. C'est l'aventure. C'est énorme. C'est mieux avec un présent. C'est la moindre des choses. C'est ça l'aventure. Je crois que Copacabana, Ipanema, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vraie nature. Ah, je vois déjà le terrain de foot. C'est bon signe. Le terrain de foot, c'est toujours une terre d'accueil, quoi qu'il arrive. Là, on arrive vraiment, c'est toc-toc, hein. Toc-toc, coucou, c'est nous. Ah, mon chien. Ouh, t'es mignon, toi. Ouh. Il y a des maisons ici, il y a des maisons là-bas.
Et au milieu du village, il y a le terrain de football. C'est ici que les enfants, les hommes jouent au foot. Ils jouent le samedi, le dimanche. Ils aiment beaucoup ça, ils jouent jusqu'au soir. Les autres, hein, parce que moi, je suis trop vieux maintenant. Quoi? Voilà. C'est quoi l'histoire? C'est l'équipe. Ah, c'est l'hymne national. L'hymne national. Dans cette communauté indienne située à 5 heures de bateau de Manaus et loin du circuit touristique, les crampons et les shorts ont remplacé les plumes et les jupes de paille. Dans ce village indien, on vit aussi au rythme du football. Ça passe, ça passe. Yes. Come on. C'est une patinoire. Les différents villages indiens de la région organisent régulièrement des tournois intercommunautés. Aujourd'hui, Terra Preta se déplace à Santa Maria. Ici, on est loin des normes de la FIFA. Pas de délimitation du terrain, un arbitre en tongs, certains jouent en crampons, la plupart pieds nus. Ici, on supporte Santa Maria. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure équipe. Les autres, ils sont nuls. Un match engagé, les cages en bois n'y résisteront pas. Ici, le foot, ça se joue plus sur le physique. Faut être vraiment costaud pour jouer ici. Mais c'est très divertissant. Le match ne sera interrompu que le temps des travaux. Quelques minutes à peine. C'est ça les plus beaux stades du monde. Il n'y a peut-être pas forcément les plus grands joueurs du monde, mais ici c'est voilà, c'est ça un vrai stade. Et tous les grands joueurs du monde sont passés par ce genre de stade, de petits terrains, un village. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont appris à partager ce sport. Plus beau stade du monde, ça. N'oubliez pas. Avant de se rendre à Salvador de Bahia, José Touré retourne à Rio de Janeiro. Il a rendez-vous avec Denis, 70 ans, et 82 tatouages à l'effigie du Botafogo. Comme tous les dimanches, il retrouve sa famille et ses amis dans un bar pour regarder le match de son club préféré. Mon père est complètement passionné du Botafogo et il a contaminé toute la famille. On a appris avec lui à aimer ce club. Allez José, maintenant tu es le chef. Le chef du village. Wow. Maintenant c'est lui le chef.
Ça, c'est la viande de Botafogo. Oui, c'est le barbecue de Botafogo. Écoute-moi, José, pour un bon match de foot, il faut de la bière, de la bonne bouffe et une belle femme. Mais elle est où la belle femme? Maintenant, on va attendre que ça cuise. Ah, c'est génial. C'est ma sœur du Brésil, ma petite sœur du Brésil, maintenant. Depuis la construction des nouveaux stades, les prix des places s'envolent, les gradins se vident. Désormais, les jours de match, les supporters sont relégués dans les bars. Les matchs, ça se passe avec les amis dans les bars. Nous, on ne peut pas aller tout le temps dans les stades. On essaie d'y aller pour la finale du championnat, par exemple. Mais les autres matchs, on les suit ici, avec les amis, ici en bavardant, en vibrant. Avec de la bière, des buts, beaucoup de bonnes vibrations. Parce qu'un bon match, un match disputé, c'est excellent, il n'y a rien de mieux. Je t'offre le calendrier du Botafogo de 2014. Autre cause de la désertion des stades, la recrudescence de la violence entre groupes de supporters rivaux. José Touré retrouve à l'hippodrome de Rio son ami Paolo César. Cajou, plus connu sous le nom de Cajou. Oh, ça fait longtemps que je t'attends là. Ben oui, mais je joue en retard. Mais je sais pas. Ben, j'ai cherché, j'ai mis du temps à trouver le. Ça me fait plaisir. C'est toi là. Ça va, mon ami. Jogou 64? Jogou pra gente? Não, deu 64. T'as gagné ou pas? Non, ele me ciscate e fait 46. L'ancien champion du monde de 1970 dresse un constat amer du football brésilien d'aujourd'hui. Le premier champion du monde qui a joué en France, c'est moi. C'est énorme. À Marseille, ma ville préférée, l'OM, le droit au but. Pas de PSG, Manchester, non. C'est l'OM, allez l'OM. Oh. Le football au Brésil, c'est quelque chose de très important. Oui, mais maintenant on ne joue pas bien chez nous. Tu vois le match qu'ils ont dans le championnat brésilien. Comment tu vas jouer ballon aussi par match, en première division, en deuxième, en troisième, division de base, 80 passes ratées, 80 fautes. D'accord. J'aime la magie, j'aime le swing, j'aime le dribble, j'aime le magicien. On n'a pas ça. On a d'abord la indiscipline, je ne supporte pas, dans le football brésilien, l'anti-jeu, la violence, qui commence sur le terrain, sur qui commande, qui va à la tribune. Tous les matchs, il y a un problème. Tous les matchs, deuxième division, troisième, il y a des morts, il y a des agressions. Tu ne peux pas y aller au stade, tu ne peux pas vestir la chemise de ton club, partout. En 2013, 30 personnes sont mortes au Brésil dans des violences liées au football. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait longtemps. Et on n'arrive pas à contrôler ça marche. Est-ce que c'est justement pas le reflet? Non. C'est la compétition pour le d'argent, principalement des entraîneurs qui ne connaissent rien de foot. La majorité des professeurs d'éducation physique qui n'ont jamais frappé un ballon, qui sont de la merde, qui nous fait le football brésilien de la merde, qui gagnent beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est énorme, c'est grave. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Luar tão breve, mas tem a vida leve. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Merci la France. En matière d'audience télé, il y a plus fort que le foot au Brésil. Les telenovelas. Un tel engouement qu'il est d'ailleurs impossible de diffuser un match de foot à 21h. Créneau réservé à ces séries télé dont raffolent les Brésiliens. Alors là, nous nous trouvons dans les studios des telenovelas. C'est l'équivalent au Brésil d'Hollywood. C'est les studios, regardez, c'est magnifique. Il y a à peu près 7000 personnes qui travaillent dans cet endroit immense.
C'est un lieu assez fantastique où règne une atmosphère de cinéma. Voilà. Pas mal, hein. Silêncio. Parou. Atenção, ensaiando. Gravando. Anitta Garibaldi. Ela é atriz? Não, ela não é revolucionária. Então revolucionários também se apaixonam? Claro, os revolucionários também se apaixonam. Aliás, as revoluções são movidas à paixão. Eu não quero saber mais da teoria, não. Eu prefiro a prática. Ok. Vê se tá muito manchado aí, porque a gente tem que fazer a fala final dele por causa de uma sombrinha. Ok, beleza. Conseguimos. Là, le tournage, c'est efficace, hein. Ça perd pas de temps. C'est pas comme au cinéma. 2-3 prises et après, il faut mettre en boîte. C'est la telenovela. Fechou 3. A gente tem que ter um fechado de cara ali. A gente vai ter. On dit que ça marche pas bien, c'est des millions de personnes qui voient. Même quand ça marche mal, c'est des millions. Les telenovelas, c'est l'autre miroir de la société brésilienne. À Rio, la fête commence toujours sur un terrain de foot qui attire les noctambules comme des papillons. Ça donne envie de jouer, hein. Un peu trop vieux quand même, mais bon. La passion est toujours là. Surtout au Brésil. Tu veux jouer? Allez, viens. Viens. Obrigado. Hurrah football. Hurrah football. Thank you very much. Good player, very good player. Toi aussi, toi aussi. All man. Yeah, nice one. Thanks. Thank you, brother. As duas paixões. J'ai deux passions, le football et la musique. Duas. Ok, do. Música e Una c'est futebol. musica et number two, football. Futebol. Le foot, c'est ma maîtresse, et la musique, c'est mon amoureuse, tu vois. Yes. Avant de retrouver Roger, petit détour au pied du Pedra do Sal. J'ai la cote. Alors là, nous sommes dans le cœur de Rio, on est dans le quartier du Pedra do Sal. C'est vraiment un quartier historique. C'est là où est né le samba. Je dis bien le samba parce que c'est au masculin. Tous les lundis, les amoureux de samba se retrouvent ici, dans le quartier de Lapa. Au programme, musique, danse et caipirinha. C'est un caipirinha qui s'appelle Ipanema. C'est fait avec pastèque, citron, gingembre et menthe. Tu veux? Merci. C'est la vérité, mon frère, la meilleure caipirinha du monde. Rendez-vous avec Roger, le joueur de foot noctambule qui, dans la vraie vie, est un grand chanteur de samba. Vous avez vu, Roger, il joue très bien au football. Maintenant, on va voir si en musique, il est aussi compétent. On va voir. Alô, José! Eu quero é viver em paz, por favor, me dê
beija a boca. Que humor, que humor. Escada pro céu, a rua da passagem. Aura major. Eu charaste mundo do ar que não tem nada a ver. E eu flechar, mas eu ficar o geral. Papai balão. La musique au Brésil, c'est énorme, c'est la vie, non? Il y a le foot, la musique. On pense, nous, dans le monde entier, on dit le Brésil, c'est le football et la musique. C'est notre culture, la musique. C'est la voix du peuple. C'est la meilleure expression du peuple. Aujourd'hui, ton pays, le regard que tu as sur ton pays, c'est quoi? C'est un pays très fier, avec beaucoup d'espoir. Depuis que je suis tout petit, j'entends dire que le Brésil, c'est le pays du futur. C'est le pays du futur. Et maintenant, on croit que le futur est arrivé, on veut y croire. On veut croire que le Brésil peut être véritablement un pays puissant, un pays qui peut grandir. On veut croire à ça. On veut croire que ce moment-là est arrivé. Dernière étape de ce pèlerinage, Salvador de Bahia. On ne peut pas aller au Brésil sans passer par Bahia, c'est la condition sine qua non. Bahia, c'est la première capitale du Brésil. C'est là où les Portugais ont découvert les premières côtes brésiliennes. C'est là où il y a le plus beau carnaval au monde de rue. Bon dia. Frances. Si. Et moi, je suis brésilienne, de Bahia. Et je veux une photo avec mon pote français. Chimbalaê toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê toda C'est tous les jours la Coupe du Monde chez eux. C'est pour ça qu'elle va être belle ici, la vraie Coupe du Monde. Le football pour eux c'est l'instinct de survie, c'est sortir d'un contexte social très difficile parce qu'il y a beaucoup de pauvres. C'est une sortie de secours. Donc c'est le rêve, c'est l'espoir, c'est la croyance, tout est lié au Brésil pour ça. Il n'y a qu'une semaine dans l'année où le foot n'a plus sa place au Brésil. Les différents championnats s'arrêtent pour faire place au carnaval. Une pause avant que la terre promise du football se mette à vibrer pour le mondial. Les gens ici sont géniaux, il y a un métissage, il y a une culture, il y a une vérité au quotidien qui n'est pas toujours facile, mais je peux vous assurer que cette Coupe du Monde serait une très très grande fête.